tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la recherche d'emploi. Je suis Abdel Benama, directeur chez Page Personnel et je manage une équipe de consultants spécialisés qui accompagnent les candidats de profil cadre technicien et employés qualifiés dans la recherche d'emploi. Je suis ravi d'animer ce webinaire avec Doriane. Bonjour Doriane. Bonjour, bonjour à tous. Donc Doriane, moi je suis chez Michael Page sur la division des métiers commerciaux, marketing et digitaux. Michael Page étant une marque spécialisée sur le recrutement de cadres confirmés et cadres dirigeants. Alors, pour commencer ce webinaire, on voulait vous présenter notre cabinet Page Group, qui est présent en France depuis plus de 35 ans et à travers 4 marques, Page Personnel, Michael Page, Page Executive et Page Outsourcing. Nous accompagnons quotidiennement des entreprises de toute taille dans leur recrutement en CDI, CDD, intérim, freelance et management de transition. Et nous accompagnons également les professionnels en recherche d'emploi, du technicien au cadre dirigeant. On a environ 750 collaborateurs qui vous accompagnent sur nos 19 bureaux en France et qui interviennent sur 25 secteurs d'activité. Programme de l'heure qu'on va passer aujourd'hui. On vous propose avec Abdel de travailler en 2 temps. On va démarrer ensemble par parler de la préparation de votre CV et de votre profil LinkedIn pour vous différencier dans le cadre de votre recherche d'emploi ou de votre veille du marché. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, n'hésitez pas et on prendra le temps d'y répondre après notre première présentation. Et en deuxième partie, on parlera ensemble plutôt de l'entretien en tant que tel. Là, pareil, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure et on y répondra juste après. Alors pour démarrer, il nous paraissait important avec Abdel de revenir sur un principe fondamental quand on est à l'écoute ou surtout en recherche active d'un poste, c'est de définir sa recherche. Donc vous devez être absolument au clair quand vous démarrez, notamment le fait de rédiger votre CV ou que vous envoyez une candidature, sur votre parcours jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix? Et bien sûr, vous devez ensuite être au clair sur ce que vous souhaitez faire par la suite. Voilà, comment vous souhaitez développer votre carrière, votre parcours, vos compétences. Vous devez aussi être au clair sur les raisons qui font que vous soyez à l'écoute ou en recherche en ce moment. Donc vos motivations profondes. Si vous avez envie de changer de type d'entreprise, de taille d'entreprise, de secteur d'activité, de métier, ou si vous avez envie d'une meilleure rémunération, de vous rapprocher de chez vous. Voilà, peu importe les motivations, il faut qu'elles soient clairement identifiées au moment de votre recherche d'emploi parce que votre interlocuteur vous posera ces questions-là. Donc, toutes ces réflexions vont vous permettre de bien valider vos motivations et de cibler au mieux les postes auxquels vous allez candidater, que ce soit pour le métier, le contenu du poste ou le secteur d'activité de l'entreprise. La taille de structure est importante également car on n'a pas les mêmes attentes lorsque l'on intègre une start-up ou un grand groupe par exemple. Après avoir défini ces axes de recherche, regardons ensemble comment se démarquer grâce au CV. Donc, la première chose qu'on souhaitait partager avec vous, avec Doriane, c'est une statistique. Il faut avoir en tête qu'un recruteur reçoit, en moyenne 250 candidatures à une annonce et qu'il va passer moins d'1 minute à l'analyse de chaque CV. Donc il est vraiment très important que votre CV soit le plus lisible possible auprès du recruteur. Donc le premier conseil de base, bien sûr, la mise en page qui doit être claire, lisible. Ne chargez pas en couleurs trop flashy, trop vives. Évitez vraiment les fautes d'orthographe. Pour certains recruteurs, les fautes d'orthographe, c'est rédhibitoire. Donc, faites relire votre CV si nécessaire, mais faites attention à la forme. Ensuite, vous pouvez choisir d'utiliser et de mettre une photo professionnelle. La photo doit effectivement être professionnelle et non trop personnelle. On a des exemples en tête de photos avec parfois un lieu de vacances en fond ou un conjoint qui apparaîtrait sur la photo. Attention à bien être en tenue professionnelle avec une photo bien cadrée, un fond plutôt neutre, si possible sur un fond blanc. Dans votre CV, faites attention de bien faire apparaître des mots-clés
pertinents. Les mots-clés pertinents vont servir lors de nos recherches. Donc, les consultants de notre cabinet, mais également les recruteurs, se rendent sur des CV Tech et des bases de données pour faire leur recherche de candidature. Donc, lorsque vous indiquez des mots-clés pertinents, clairs dans votre CV, vous allez ressortir plus facilement dans ces recherches. Autre conseil qu'on vous donne, adaptez le titre du CV en fonction du poste auquel vous candidatez. Vous allez gagner clairement en visibilité et en pertinence lorsque le recruteur sera amené à lire votre CV. Attention également au CV trop long. Pour nous, un CV de plus de 2 pages, même si vous avez beaucoup d'expérience et que vous avez envie de les partager, c'est trop et vous perdez en fluidité sur le CV. Concernant la présentation de vos expériences, donc partez de la plus récente à la plus ancienne, Faites attention aux présentations trop vagues. J'ai pour exemple sur les métiers comptables et financiers, un comptable qui indiquerait gestion de la comptabilité de A à Z, c'est très bien, mais c'est trop vague. Illustrez vos expériences par des bullet points qui vont reprendre vos missions importantes et vont mettre en avant vos compétences. Enfin, on vous conseille également d'indiquer des résultats précis, chiffrés de vos réalisations. Vous pouvez indiquer des réalisations quantitatives, qualitatives. En tout cas, pour vous donner quelques exemples, sur un profil plutôt commercial, n'hésitez pas à mettre la progression de votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à mettre le nombre de clients développés, par exemple. Mais c'est aussi valable pour des fonctions un peu plus techniques. Pour exemple, un gestionnaire de paye qui pourrait indiquer le nombre de payes gérées chaque mois. Mais vous pouvez aussi indiquer votre participation à l'implémentation d'un nouveau logiciel au sein de l'entreprise et un rôle clé si vous avez eu l'occasion. Concernant les hobbies, c'est également un attrait un sujet que vous pouvez aborder avec un recruteur. Privilégier des hobbies qui en sont vraiment. Donc effectivement, si le dernier film que vous avez vu au cinéma ou le dernier jogging date de 2 ans, il y a 2 ans, vous voyez, la pertinence est vraiment très faible. Donc privilégier des centres d'intérêt, qu'ils soient culturels, associatifs, sportifs, mais qui vont vous mettre en avant lors de l'échange avec un recruteur en entretien. Enfin, les informations liées à la situation familiale. Avec Dorian, on ne voit pas vraiment d'intérêt. Ça n'a pas de caractère professionnel. Donc, effectivement, indiquer sur un CV une vie maritale ou le nombre de vos enfants, on ne voit pas d'intérêt vraiment à l'indiquer sur votre CV. Avant de vous présenter quelques exemples de bons CV, on voulait faire un petit focus sur la lettre de motivation. On nous demande très souvent si elle est encore nécessaire. Objectivement, on en voit peu. Et peu de nos clients nous demandent des lettres de motivation pour les candidatures. Donc, elle n'est plus vraiment nécessaire. Par contre, si le recruteur vous fait une demande express de lettre de motivation, pensez à bien l'adapter. Une fois de plus, pensez à vous démarquer avec des mots-clés et une lettre de motivation qui va vous permettre de mettre en avant des compétences recherchées pour un poste, par exemple. Donc voici quelques exemples de CV qui nous semblent vraiment bien adaptés, très fluides. Donc on vous a pris à gauche un CV plutôt technique et à droite un CV marketing. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est le code couleur qui est neutre, un bleu neutre et qui n'est donc pas flashy. On voit aussi qu'au milieu du CV, ils ont tous les deux indiqué un pavé expérience qui est très clair avec des intitulés de poste qui sont en surbrillance, des bullet points qui vont reprendre les principales missions. Sur le CV de gauche, il a choisi également d'indiquer quelques expériences de stage, ce qui est très bien, et le pavé formation en bas. Quand le CV à droite a plus d'expérience, donc à privilégier au centre les expériences et à indiquer son éducation sur la gauche. Donc la marge de gauche, une fois de plus, elle est vraiment très claire. Elle permet de reprendre des informations complémentaires, que ce soit les compétences professionnelles, informatiques, les langues, et enfin, vous avez quelques centres d'intérêt qui sont justifiés par des exemples.
Deux exemples de CV qui sont un peu moins pertinents. Alors ici, on a un CV. En fait, on ne sait même pas quel est le profil du candidat parce que le titre, vous voyez, est trop généraliste. Des expériences diversifiées et complémentaires. Voilà, ça veut rien dire. Il vaut mieux que vous indiquiez vraiment votre poste actuel ou le poste que vous visez. Il y a un peu trop de rubriques qui sont pas forcément nécessaires ici sur les postes fonctions techniques, fonctions commerciales. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre trop de rubriques non plus. Le plus clair, c'est d'indiquer par ordre chronologique, encore une fois, vos expériences et surtout de les détailler un peu. Là, on n'a aucun détail. Ici, sur le deuxième CV à droite, déjà, j'attire votre attention. Première page sur 8, ça c'est trop, on ne fait pas de CV de 8 pages, d'autant plus que du coup ça fait de la redite. On s'attend à ce que sur 8 pages, il y ait potentiellement 2 fois les mêmes informations, et vous allez voir, c'est le cas ici. Donc en plus, la police, tout en gras, en bleu, noir, enfin c'est trop. Voilà, il faut vraiment simplifier. Pas de gras et du noir, c'est suffisant. Et ici, on n'arrive pas non plus à voir, le titre est pas vraiment très pertinent, on n'arrive pas à voir le titre du métier du candidat. Et quand on regarde ici les premières expériences, c'est assez généraliste, c'est pas suffisamment précis. Autant aller directement au fait en indiquant voilà, les dates, les responsabilités, comme sur les CV précédents. Alors, pour terminer sur la première partie, je vais vous faire un petit point sur votre profil LinkedIn assez rapidement. En fait, bon, ce qui est bien, c'est que si vous avez déjà super bien fait votre CV en amont, votre profil LinkedIn, vous pouvez l'adapter et l'optimiser assez facilement, assez rapidement. Il y a plein de conseils qui sont assez similaires à ceux qu'Abdel vous a donné sur la préparation de votre CV. Déjà sur votre profil LinkedIn, il vous faut une photo professionnelle, un bandeau professionnel. Sachez que vous êtes mieux référencé et qu'on vous retrouve, nous, recruteurs, plus rapidement, plus facilement si vous avez une photo et un bandeau. Ça, on ne le sait pas forcément. Ensuite, de manière générale, en fait, ce que vous recruteurs, quand on fait des recherches de candidats sur LinkedIn, donc en dehors du fait que vous postulez directement, hein, quand on fait des recherches sur LinkedIn, on fonctionne énormément par mots-clés. On a un moteur de recherche qui nous permet de rentrer dedans les titres de vos postes qui nous intéressent, ou vos secteurs d'activité, votre localisation géographique, etc. Donc, en fait, mieux votre profil est renseigné avec les bons mots-clés, plus votre recherche et plus vous aurez de chances d'être contacté en direct pour des postes. Donc, le bon titre, c'est important avec votre intitulé de poste. Une introduction qui est rédigée avec un petit résumé, on va dire, de votre parcours et les bons mots-clés. Donc, vos titres de poste, secteur d'activité, type de client, voilà, ça c'est du mot-clé. Bien sûr, en dessous, toutes vos vos expériences professionnelles, là, vous pouvez directement copier-coller de votre CV, hein, vos missions, vos résultats. Et ce qui est plutôt sympa avec LinkedIn, c'est que vous pouvez aussi ajouter ce qu'ils appellent des médias. Donc, en fonction de vos postes, tous les métiers sont pas aussi simples à illustrer, mais je prends par exemple un responsable digital qui aurait créé du contenu sur un site internet. Il peut mettre un lien vers un blog, vers un site internet qu'il alimente, vers des vidéos qu'il aurait créées. Voilà, ça c'est un exemple pour des profils digitaux, mais c'est pour dire que vous pouvez ajouter du contenu multimédia. Ce qui est intéressant aussi, quand vous préparez une candidature ou que vous voulez mettre à jour votre profil, c'est d'obtenir des employeurs, collègues, clients aussi, pourquoi pas. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, de manière générale, si on sort un peu uniquement de votre profil LinkedIn, mais qu'on s'attache de manière un peu plus générale à votre empreinte numérique, à votre empreinte digitale, soyez vigilant à, sur LinkedIn notamment, ne partager, ne liker, ne commenter que des sujets professionnels. Ne prenez pas le risque de prendre des positions ou de relayer des positions sur des sujets un peu touchy, un peu clivants, d'actualité, de religion, de politique, quoi qu'est-ce. Tout ce que vous faites, en tout cas, garde une empreinte sur Internet et gardez en tête que nous, en tant que recruteurs, sur votre profil LinkedIn, on voit ce que vous likez, on voit ce que vous commentez. Et de manière générale, sur Google, quand on tape votre nom, on peut retrouver aussi des choses qui ne sont pas forcément professionnelles et qui peuvent vous desservir. On va passer à la première partie des questions.
Mmh mh. Merci pour toutes vos questions qui sont nombreuses. Alors je vais commencer sur une question qui est revenue, de manière récurrente, sur le titre du CV. Est-ce qu'il faut l'adapter à chaque offre? Écoutez, à notre sens, oui, c'est préférable, dans la mesure du possible. Effectivement, si, vous occupez une fonction avec un poste assez générique, je pense par exemple au business développeur avec le poste de commercial, vous voyez, on est sur des titres assez similaires. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que, dans notre cabinet, lorsque vous répondez à une annonce, on voit, toutes sur notre base de données, toutes les annonces auxquelles vous allez postuler. Donc effectivement, si on voit une incohérence entre les postes pour lesquels vous postulez, c'est pas forcément, pour nous, source, très simple à analyser votre recherche. Donc dans la mesure du possible, adaptez, le titre du CV au poste auquel vous postulez et pour le recruteur, ça lui donnera vraiment l'impression que vous postulez à son poste, de manière, personnalisée. Tout à fait. Moi, je me souviens d'une candidature que j'avais reçue pour un poste de consultant dans mes équipes. La candidate, elle avait pris le temps de mettre le logo de Michael Page, d'intituler, son CV, consultante en recrutement, alors qu'à la base, elle n'était pas consultante en recrutement. Voilà, ça montre quand même qu'elle a pris le temps, d'adapter, de personnaliser son CV. Alors, je prends une seconde question. Comment faire un CV par compétences quand on a eu les mêmes missions dans plusieurs sociétés? Très bonne question. Je dirais, en fait, il faut qu'il y ait un juste milieu. Vous pouvez pas juste faire un bloc de compétences tout en haut du CV et ensuite en dessous faire un catalogue, voilà, 2020-2022, contrôleur de gestion, telle entreprise, 2016-2020 contrôleur de gestion, telle entreprise. Ça, c'est, enfin, selon moi, Abdel, tu pourras rebondir, mais Bien sûr. c'est pas forcément le conseil que je donnerais. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de minimiser le bloc compétences. Vous pouvez en avoir un au-dessus du CV, mais de pouvoir sur chacune de vos missions faire ressortir quand même des spécificités. Il y a, enfin, vous n'avez pas les mêmes missions dans les mêmes contextes avec les mêmes résultats sur chacune des expériences, même si elles semblent similaires. En tout cas, faites en sorte, à mon avis, que les expériences qui en temps ont été les plus importantes, eh ben, prennent le plus de place quand même dans votre CV. Parfois, je vois des candidats qui ont, pour une expérience de 5 ans dans un poste, 3 lignes, alors que sur un autre poste qui aurait duré que 2 années, on en met 5. Ça, c'est pas forcément cohérent non plus. Donc, veillez à ce que la taille des expériences dans le CV corresponde au temps passé aussi. Et puis, en général, plus on se rapproche de la date actuelle, plus on en met dans son CV. Hein, plus on s'éloigne et plus on revient dans le passé, plus on réduit. Voilà, pour attirer l'œil sur ce que l'on fait ce qu'on a fait le plus récemment. Ouais, je rejoins complètement Dorian. C'est vrai que le pavé compétences ou le champ compétences d'un CV doit aussi servir de récapitulatif sur vos compétences clés. On vous disait tout à l'heure que des mots-clés doivent apparaître sur votre CV. N'hésitez pas à faire apparaître un maximum de technicité sur ce pavé compétences. Ensuite, dans le descriptif de vos expériences, mettez en avant une progression tout en partant du principe que vos expériences les plus récentes seront les plus significatives. Donc donnez du contenu, donnez des chiffres, n'hésitez pas, comme vous disiez tout à l'heure, à indiquer des indicateurs de performance qui vont vous servir lors de l'échange avec le recruteur en entretien. Une autre question, y a-t-il des centres d'intérêt qui peuvent nous desservir? Objectivement, oui. Donc, tout le pavé centre d'intérêt, hobby, va servir à sortir du contexte, de l'entretien, d'avoir, un autre aspect dans l'échange avec le recruteur et les centres d'intérêt, comme on vous disait tout à l'heure, il faut vraiment qu'ils soient
factuels qui existent et également qui servent d'échange pour que vous ayez un échange un peu plus global avec le recruteur. Donc des centres d'interview doivent vous servir et donc être assez cohérents avec Mmh. les pratiques qu'on peut attendre dans votre job. Mmh. Mais vous n'êtes même pas obligé d'en mettre de centre d'intérêt, hein. C'est pas obligatoire. C'est comme une photo, c'est pas obligatoire. Alors faut-il ajouter la date de naissance ou l'âge sur son CV? Là, selon moi, c'est pas obligatoire non plus. C'est des éléments, personnels. En revanche, en fait, quand on parle, vous demander, ouais, si on peut être discriminé, par exemple, il y a plein de candidats qui moi m'ont déjà dit: «Non mais vous pensez pas, je peux être peut-être un peu trop vieux, machin, pour ça que j'ai pas été retenu». Pas forcément. Donc en tout cas, bref, pour ne pas prendre de risques, si ça vous pose une question, vous ne mettez pas forcément l'âge ou la date de naissance. Ce qui est important, en revanche, et ça, j'ai déjà remarqué sur certains CV que ça manquait, c'est voilà, disons que vous avez 25 ans d'expérience, et ben, démarrez vraiment votre CV avec votre première expérience professionnelle. Ça démarre en 95, ça démarre pas en 2005. Donc on ne supprime pas de son CV 10 années d'expérience parce qu'on veut faire croire que qu'on est plus jeune que ce qu'on est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le CV et les différentes expériences doivent être pratiquement toutes indiquées sur votre CV. Alors une autre question concernant LinkedIn, on peut facilement mettre en valeur nos réalisations via l'ajout de liens par exemple. Doit-on faire la même chose sur le CV? Vous pouvez, effectivement, vous pouvez avoir un CV dynamique avec par exemple aussi un lien vers votre compte LinkedIn. Factuellement, votre compte LinkedIn va être aussi une extension de votre CV. Donc, ça peut permettre de mettre en avant des compétences complémentaires ou un savoir-faire particulier. Mmh. Nous, on vous conseillera quand même d'indiquer un maximum d'informations clés sur votre CV et ensuite, libre au recruteur de se référer à votre compte LinkedIn. Ouais, mais après, je pense que, vous avez aussi la possibilité, par exemple, typiquement de mettre un lien, vers un blog, de mettre un lien enfin, tout lien qui peut être consulté, en fait, par, tout à chacun, sur des documents, publics, vous pouvez effectivement les mettre sur votre CV, mais avec parcimonie. Sur une expérience, vous allez pas mettre une liste de 10 liens, vous pouvez en mettre un ou 2 bien sentis qui illustrent bien, du coup, votre poste. J'ai une question un petit peu spécifique d'un profil en communication et relations presse. Je réponds rapidement. Puis-je indiquer en intitulé de poste, donc en fait 2 intitulés de poste, chargé de des relations presse. Bon, je prends cet exemple-là, ça peut être le même exemple sur tout autre type de métier. Donc voilà, où faut-il séparer les 2 métiers pour être repérés? Heu, j'ai envie de dire, quand vous postulez une annonce, si vous postulez une annonce de chargé de communication, autant mettre l'intitulé chargé de communication. Si vous postulez à une annonce de chargé de relations presse ou de responsable relations presse, autant indiquer uniquement ce titre-là. Souvent, enfin quoique ça dépend de la taille des entreprises en fait. Il y a des entreprises dans lesquelles un chargé de communication aura dans ses responsabilités la presse. Dans d'autres entreprises plus grosses, c'est différencié. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, choisissez en fonction de l'opportunité à laquelle vous postulez, ou si vous candidatez dans un cadre très général, oui, là vous pouvez indiquer les deux. Voilà. Tout à fait et pour vous donner un exemple plus sur les fonctions techniques, je pense aux comptables. Effectivement, indiquer simplement le terme comptable sur un CV, c'est pas suffisant. Heu, autant indiquer, par exemple, une spécialisation de comptable fournisseur ou de comptable client qui va donner encore plus de pertinence à votre candidature. Qu'est-ce qu'un bandeau professionnel sur LinkedIn? Alors, du coup, il y a peut-être 2 questions dans cette question. Le bandeau, de toute façon, c'est l'espace d'image que vous avez juste au-dessus de votre photo et du titre.
Hein, donc il y a un espace sur lequel vous pouvez télécharger une image. Et quand je parle d'un bandeau professionnel, effectivement, j'ai pas précisé. En fait, il faut que ce bandeau, il puisse, je sais pas, soit vous indiquer, j'en sais rien, le logo de votre entreprise. Enfin, faut qu'il représente soit votre entreprise, soit votre métier ou votre secteur d'activité. Parfois, les entreprises vous proposent pour les grosses entreprises via leurs services médias ou communication des visuels corporate que vous pouvez utiliser. Mais si votre entreprise vous en propose pas, parce qu'il y a plein de PME qui sont pas forcément outillées pour ça, et ben réfléchissez un petit peu si vous travaillez dans le bâtiment, dans l'immobilier, dans la compta, enfin voilà, soit secteur, soit métier, et ben vous avez une image qui peut correspondre, qui parle un petit peu à tout le monde, quoi. Voilà, je sais pas si ma réponse elle est très précise, mais en tout, je pense qu'elle précise un petit peu en tout cas ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, on nous pose aussi des questions pour les profils seniors, et on nous demande s'il y a un intérêt à indiquer des expériences de plus de 15 ans, ou est-ce que vous avez des conseils pour des CV de seniors? Écoutez, détailler des expériences qui ont plus de 15 ans, bah, ça dépend si vous avez 2 expériences. Donc oui, ça fait sens. Après, objectivement, vous pouvez aussi avoir un pavé compétences qui va reprendre les grandes compétences que vous avez sur votre métier. Et après, bien lister de manière donc du plus ancien, du plus récent au plus ancien, vos expériences, vos titres de poste, qui vont aussi montrer votre progression et votre parcours. Donc, il y aura tout intérêt effectivement à lister quand Mmh. même ces expériences, Ouais. pas à les développer outre mesure, mais en tout cas à les lister. Et après, je rebondis, tant qu'un CV, encore une fois, tient sur 2 pages, moi, ça me choque pas du tout qu'un candidat qui ait 20, 25 ans, 30 ans d'expérience, et ça peut tout à fait tenir si vous faites en sorte de développer suffisamment, mais pas non plus trop, potentiellement sur 4, 5, 6 expériences professionnelles qui s'étirent sur 20 ans, vous pouvez sur chacune d'entre elles développer un petit peu vos missions et vos résultats, hein. Voilà. Tout à fait. On a encore un petit peu de temps pour. Alors, question pour les profils juniors cette fois-ci. Comment adapter un titre à l'annonce alors qu'on candidate pour la première fois à un poste? Alors, comment adapter un titre à l'annonce? Ah oui, et donc, alors que, oui, par exemple, si vous êtes jeune diplômé, vous avez, ouais, fait un stage, une alternance, césure et cetera, et que c'est votre premier poste, bah, tout simplement, le titre du poste auquel vous postulez, si vous répondez à une annonce précise, hein, un poste de chef de secteur, un poste de responsable des ressources humaines ou de chargé de recrutement, peu importe. Voilà, reprenez le poste sur lequel vous postulez. Faites en sorte de mettre en avant quand même dans votre CV, même si c'est juste stage, césure, alternance, c'est les mêmes conseils que ce qu'on a donné tout à l'heure, hein, vos missions, vos résultats avec les bons mots-clés. Et si vous faites des candidatures spontanées, donc si vous envoyez à des entreprises qui vous intéressent votre CV, bah, faites en sorte effectivement en tout cas dans votre réflexion déjà, de choisir des postes qui correspondent à ce que vous avez pu faire dans vos stages, césures, alternance, qui ait une vraie cohérence pour que votre CV soit bien reçu et soit étudié avec attention par le recruteur. Autre question, si on a des périodes d'inactivité, chômage ou congé sabbatique, faut-il les camoufler? Bah, notre réponse est claire, non. Mmh. Effectivement, ce qui peut être aussi un frein à la lecture d'un recruteur, c'est, les zones d'ombre ou, les questions sur le parcours. Donc, vous serez capable de justifier lors de l'entretien, des périodes d'inactivité, hein, que ce soit, pour du chômage, ou autre, hein. Donc non, n'hésitez pas à mettre, de Mmh. manière claire, si vous avez, dans votre CV des trous ou des zones d'ombre. Donc non, soyez le plus transparent possible dès le départ.
Mmh. Et je rebondis, là avec la crise du Covid, on reçoit quand même de plus en plus de CV de candidats qui, ont eu une période d'inactivité pardon, entre 2020-2021 ou alors, enfin voilà, parce que potentiellement, leur entreprise, elle a vécu, un plan social, ou parce que des candidats, sans trop le savoir, ont voulu se lancer dans de l'entrepreneuriat, alors que le Covid arrivait. Donc, pendant 2-3 ans, ça a été compliqué, mais voilà, ça s'explique. Il faut être assez, honnête, transparent, voilà, des problèmes personnels aussi, s'expliquent. Alors je sais qu'on n'a pas forcément envie de rentrer sur ce terrain, mais voilà, quelques éléments peuvent permettre tout simplement de rassurer un recruteur, parce que ce qui inquiète plus, c'est effectivement de camoufler, de cacher des choses. Peut-être dernière question, que recommanderiez-vous à un fonctionnaire, un enseignant, à mettre en valeur dans un CV pour postuler dans un poste en reconversion, exemple éducation nationale? Pareil, soyez transparent sur votre CV. Vous êtes en reconversion. Si vous êtes amené à passer à passer un entretien et à rencontrer le recruteur, vous allez aussi expliquer vos choix de reconversion. Il faut juste qu'il soit clair, motivé, mais non, soyez transparent sur le CV. C'est la première brique, qui va servir à construire la relation avec votre futur employeur. Donc, soyez le plus transparent possible. Mmh mh. Toute dernière question très rapidement avant qu'on passe à la dernière partie, c'est intéressant, on n'en a pas forcément trop parlé. Comment valoriser les expériences associatives? Et là, sur un CV, qui se présente en vertical avec, votre titre, une intro, vos expériences, et votre, cursus académique, vous avez aussi la possibilité du coup en dessous, heu, de pouvoir indiquer donc vos loisirs et cetera et toutes les activités associatives que vous pouvez avoir, si vous êtes pardon, président ou membre, ou peu importe trésorier et cetera d'une association, vous pouvez faire quelques lignes sur, effectivement sur l'association en question, sur votre rôle, mais je dirais que, je le séparerais à moins que ce soit une activité associative, enfin que votre parcours soit dans une ONG et cetera, hein, il y a bien sûr plein de candidats qui ont un parcours professionnel dans la vie associative. Là, ça fait partie du corps, du CV. Par contre, si c'est une activité parallèle à votre activité professionnelle, mettez-la effectivement, en dessous, en bas du CV et en détaillant un petit peu, en fonction de l'investissement, de l'importance de l'investissement que vous avez dans l'asso. Merci pour cette première session de questions. J'espère qu'on aura pu répondre au plus grand nombre. On vous propose maintenant de passer à la deuxième étape du process de recrutement qui est l'entretien. Donc on a bien conscience que l'entretien, ce n'est pas un exercice qui est facile, c'est un exercice qui peut être stressant. Donc notre conseil, préparez, cet entretien pour être détendu le jour J. Donc tout d'abord en amont, ce qu'on vous conseille, c'est de vous renseigner sur l'entreprise que vous allez rencontrer. Donc, allez sur le site internet de l'employeur, allez sur sa page carrière, notez-vous 2-3 éléments clés, 2-3 chiffres clés qui vont donner du fond, qui vont donner du contenu lorsque vous serez amené à échanger avec le recruteur. Si vous avez la possibilité, d'avoir un descriptif de poste, prenez le temps de le lire, prenez le temps d'analyser les missions qui sont, proposées par, le recruteur et préparez déjà un argumentaire qui va mettre en avant vos compétences à ces missions demandées. Prenez le temps également d'aller sur LinkedIn, c'est un fabuleux outil, d'accès à l'information. Ça vous permettra en 2 clics de voir le profil du recruteur et de prendre, des informations sur lui et donner une fois de plus de fond, plus d'arguments dans, l'échange que vous allez avoir avec lui. Heu, on vous le répète également, entraînez-vous, répétez votre présentation. C'est pas naturel de passer un entretien. Et donc, prenez le temps de bien lire votre CV, de maîtriser chacun des aspects de votre CV. Les détails, ça peut paraître tout bête, mais ne serait-ce que le lieu où est, précisées les informations sur votre CV. Donc faites-vous, répéter, par un proche, mais en tout cas, maîtrisez bien votre CV.
On voit de plus en plus, notamment depuis la crise sanitaire, d'entretiens à distance. C'est vraiment en train de se démocratiser. Donc il faut aussi bien se préparer, vérifier votre connexion internet, un peu comme la photo professionnelle, vérifiez le cadre, isolez-vous, mettez un fond blanc derrière vous pour que, la photo pour que la vidéo, pardon, soit la plus professionnelle possible. Prévenez vos proches, pour que vous ne soyez pas dérangés le jour de l'entretien. Concernant l'entretien physique, effectivement, anticipez votre trajet. Une question qu'on nous pose souvent, c'est: faut-il arriver trop, pas assez en avance? Notre premier conseil, soyez ponctuels, et pour vous donner, un ordre d'idée, arrivez 5 à 10 minutes au maximum avant l'entretien. Si malheureusement vous êtes en retard, prévenez, surtout votre interlocuteur. Enfin, concernant, la tenue, faites en sorte qu'elle soit le plus professionnelle possible et essayez d'adapter à l'environnement de l'entreprise que vous allez rencontrer. On parle souvent de dress code, donc prenez une tenue professionnelle et adaptée. Enfin, préparez vos questions. Prenez un bloc-notes, notez vos questions que vous allez poser aux recruteurs et surtout, ça vous permettra d'avoir un bloc-notes à proximité pour prendre des notes lors de l'entretien. Merci beaucoup Abdel. Donc une fois qu'on s'est dit ça et que vous avez préparé correctement votre entretien, logiquement, vous êtes en condition et un peu plus détendu pour démarrer. Ce qu'on voulait remettre en avant, c'est finalement ce que nous, on va attendre de vous, ce qu'un RH va attendre de vous, ce qu'un opérationnel qui vous rencontre va attendre de vous pendant cet entretien. Ce qu'il faut se dire, c'est quand même qu'à la base, il y a une relation qui doit s'instaurer de confiance entre le candidat et la personne qui le rencontre, et que nous, en tant que recruteurs, en tout cas, on est là pour vous mettre le plus à l'aise possible et pour que vous puissiez vous livrer, tout simplement, vous sentir en confiance et du coup capable de nous dévoiler votre parcours, personnalité. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez présenter votre parcours, être précis, mais synthétique, et donc qu'on comprenne vos grandes compétences métiers. Donc voilà, enfin vos zones d'expertise métier ou ce que vous avez pu commencer à développer, en tout cas sur vos stages, alternances ou césures pour les profils plus juniors. Ensuite, on s'attend aussi en tant que recruteur à ce que vous puissiez expliquer vos choix, vos orientations. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez démarré enfin pour des profils plus juniors, on peut vous demander pourquoi est-ce que pourquoi le marketing, pourquoi la finance, pourquoi voilà. Et ensuite pour des profils plus expérimentés, pourquoi une évolution horizontale ou pourquoi vouloir manager, pourquoi est-ce que vous avez changé de secteur d'activité, pourquoi vous avez changé de métier, parce qu'on parle de reconversion tout à l'heure, il faut pouvoir expliquer pour quelles raisons est-ce que vous souhaitez faire le switch. Et puis bien sûr, un trou sur le CV, potentiellement on en parle du coup en entretien et on doit être capable de justifier pour quelles raisons est-ce qu'on a dû s'arrêter ou on a fait le choix de s'arrêter pendant 1 an, 2 ans ou plus. Ce à quoi on s'attend aussi, au-delà de comprendre votre parcours et vos compétences techniques, c'est de vous connaître un peu plus vous. Et finalement, on attend à ce que vous puissiez faire ressortir les fameuses soft skills, donc les fameuses mentales. Alors attention, surtout, on ne dit pas en entretien je suis dynamique, j'ai du leadership, je sais gérer des projets. En fait, ça va se voir au fur et à mesure de l'échange. C'est des qualités qui vont ressortir en fait de votre présentation. Le leadership, ça s'invente pas, l'énergie, ça s'invente pas, mais si vous montrez en entretien à travers votre posture, le ton de votre voix, la gestuelle, voilà. Et si vous donnez des exemples aussi précis ensuite de réussite, etc., eh bien là, vous saurez faire émerger ces soft skills sans avoir besoin de mettre des noms sur des étiquettes. Ensuite, 4e point, les motivations. Franchement, on a encore trop peu de candidats
je trouve, hein, en entretien, qui sont capables de dire, ben oui, le poste, il m'intéresse pour telle et telle raison. Donc, verbalisez votre motivation, montrez avec vos mots que vous êtes intéressé par le poste, par l'entreprise pour laquelle vous postulez. Et puis, la motivation se voit aussi de toute façon dans votre attitude. Si vous êtes comme ça en entretien, voilà, on se demande si vous prenez bien l'entretien au sérieux, si vous êtes vraiment intéressé par le poste. Donc, le non-verbal aussi a un rôle très important à jouer dans l'entretien, bien sûr, pour les motivations. Le fait d'être curieux, le fait de poser des questions, donc de vous intéresser, c'est des choses aussi auxquelles on s'attend. Ça montre que vous avez aussi un peu préparé l'entretien et que vous le prenez au sérieux. Donc, le fait de poser des questions qui montrent que vous vous projetez. Et attention aux questions trop basiques pour lesquelles vous trouveriez déjà des réponses en fait sur Internet ou sur le site de l'entreprise, etc. Voilà, il faut que ce soit des questions un petit peu de fond quand même. Donc être souriant, accessible dans l'échange, j'en ai un petit peu parlé déjà, et notamment par rapport aux soft skills, et dédramatiser la relation candidat-recruteur, j'en parlais dès le début, en vous disant que l'objectif en entretien, c'est de vous mettre de toute façon le plus à l'aise possible pour que vous puissiez être vous-même et révéler toutes vos compétences. Du coup, pour terminer sur le jour de l'entretien, les petits écueils à éviter. On en a listé 3 importants. Et d'ailleurs, c'est peut-être une question que vous vous posez. Le fait de parler de la rémunération du poste pour lequel vous postulez. Bien sûr, ça va arriver à un moment donné dans les échanges, mais faites attention à ce que quand l'interlocuteur à qui vous parlez vous laisse poser des questions, posez pas en première question quelle est la rémunération que vous offrez pour ce poste. Moi, je vous conseille de le faire venir un petit peu après, mais ça peut surprendre, hein. On préfère que vous posiez des questions qui montrent que vous vous intéressez à l'entreprise, à sa culture ou au poste, plutôt qu'à la rémunération tout de suite. Deuxième point, en faire trop, ne pas être à l'écoute. Effectivement, il faut être très attentif quand vous êtes en entretien à regarder l'interlocuteur que vous avez en face de vous pour vous assurer que vous l'avez toujours avec vous. Pour vous assurer que, par exemple, il veut pas vous couper pour vous amener autre part, vous poser une question, mais en fait vous laissez pas le temps de parler. Donc il faut que ce soit un dialogue qui s'instaure, pas forcément uniquement un monologue, qui permette de créer de la spontanéité dans l'échange. Et voilà. Et troisième point, je l'abordais tout à l'heure, donc je vais pas forcément revenir, mais poser des questions qui prouvent que vous n'avez fait aucune recherche sur l'entreprise, donc des questions trop basiques. Ça, on évite parce que vous pouvez trouver forcément certaines réponses déjà sur Internet. Donc là, on a voulu vous présenter aussi des éléments qui vont vous faire gagner des points auprès d'un recruteur. Donc, après l'entretien, en tout cas en fin d'entretien, préparez la relance que vous allez fournir au recruteur. Donc, préparez une relance efficace. Renseignez-vous à la fin de l'entretien sur les prochaines étapes de recrutement. Vous êtes peut-être le premier candidat rencontré par le recruteur, mais vous êtes peut-être aussi le dernier. Donc, ça vous permettra d'avoir un bon timing pour faire vos relances auprès de votre interlocuteur. Demandez au recruteur s'il revient vers vous ou si c'est à vous de le faire. Sur certains process de recrutement, notamment dans nos peut être en attente d'un retour spontané et proactif d'un candidat, notamment pour justifier sa motivation pour le poste. Enfin, précisez avec lui les méthodes de relance. Est-ce que vous allez le relancer par mail ou par téléphone? Avec Dorian, en tout cas, on est unanime. Dans tous les cas, pensez à envoyer un mail de suivi à votre interlocuteur. Tout d'abord, pour le remercier du temps qu'il vous aura accordé, pour réaffirmer votre motivation, et si nécessaire, envoyer des documents qui vous ont été demandés. Un peu dans le même ordre que la lettre de motivation, pensez à personnaliser votre message en reprenant des informations que vous avez partagées lors de l'entretien pour montrer que vous avez compris les enjeux du poste. On va donc passer. Merci à toi aussi. On va donc passer à la dernière, à la deuxième session questions-réponses. Voilà, donc on a un petit quart d'heure devant nous. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On en a déjà pas mal qui sont arrivées. Alors, notamment, quelles questions poser au recruteur en fin d'entretien?
Donc là, Abdel en a déjà un petit peu parlé en fin d'entretien. On n'hésite pas vraiment tout à la fin à poser des questions sur la suite du process de recrutement. Donc potentiellement, quelles sont les prochaines étapes? Qui est-ce que je vais être amené à rencontrer? Combien d'entretiens il reste à faire? Sous combien de temps vous pouvez revenir vers moi pour me dire quand on démarre le prochain entretien? Bon, ça, c'est des questions basiques de planning, de suite. En tout cas, notamment un cabinet de recrutement. Le cabinet, il est censé pouvoir vous dire un maximum de choses et être votre partenaire, votre allié pendant tout le process de recrutement. Donc vous pouvez, c'est plutôt au cabinet que vous pouvez poser le maximum de questions, même au risque d'être un peu bête, plutôt qu'au RH directement de l'entreprise. Mais n'hésitez pas à demander au cabinet. Voilà, selon vous, quelle est la culture de l'entreprise? Qu'est-ce que vous ressentez de vos échanges avec l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils attendent précisément du candidat qu'ils souhaitent recruter? Vous pouvez même habilement demander, avoir un retour, avoir un feedback de la part du consultant qui vous a rencontré. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de mon entretien? Quelles sont les choses que je sais bien faire? Qu'est-ce que je peux améliorer dans l'entretien pour être plus pertinent? Ça, vous n'hésitez pas au recruteur, au cabinet. C'est un peu plus touchy de le demander. Enfin, on ne conseille pas de le demander directement au RH ou N+1 dans l'entreprise pour laquelle vous postulez. Tout à fait, hein, ça fait vraiment partie de notre rôle de coaching, d'accompagnement, de conseil en fin d'entretien. Par contre, poser la question sur le feedback à un cabinet, pas forcément même pas un recruteur au sein d'une entreprise. Autre question que vous pouvez poser en fin d'entretien au recruteur, hein, soyez curieux, montrez-vous curieux. Donc, vous pouvez aussi lui poser une question sur son parcours. Peut-être qu'il vous inspire dans son parcours, dans sa trajectoire au sein de l'entreprise. N'hésitez pas à lui demander quel est son parcours au sein de l'entreprise. C'est toujours un moment d'échange, un moment de création de lien. Donc soyez là-dessus, soyez opportuniste, n'hésitez pas. J'ai une autre question. Comment répondre sur les prétentions salariales quand on ne connaît pas la fourchette du poste? Très bonne question. C'est vrai que vous pouvez postuler à des annonces où la rémunération n'est pas indiquée. Nous, notre conseil avec Dorian, c'est de préparer votre fourchette de rémunération. Il faut que vos prétentions salariales communiquées aux recruteurs soient claires. Donc, soit vous fonctionnez, vous avez un mode de fonctionnement en package, donc annoncer un package fixe plus variable, soit annoncer une fourchette de rémunération la plus précise possible. Il est quand même peu évident de rencontrer un candidat qui ne connaît pas ses prétentions salariales. En fait, vous avez des études de rémunération. Déjà, Michael Page, Page Personnel, en publie tous les ans. Donc vous retrouvez sur notre site internet les études de rémunération, bien sûr comme d'autres cabinets, hein. Et donc là, n'hésitez pas à regarder déjà où vous positionnez. Si je suis, je sais pas, ingénieur travaux, j'ai entre 2 et 5 ans d'expérience, OK, le cabinet me dit qu'a priori sur ces métiers-là, pour ce niveau d'expérience, le niveau de rémunération, c'est tant. Bon, a priori, je suis plutôt dedans. Donc déjà là, on se dit, OK, je suis dans le marché. Si demain je postule à un autre poste, alors bien sûr, on est en droit d'attendre une augmentation de salaire, mais attention à l'augmentation qu'on demande, il faut qu'elle puisse rester dans la moyenne du marché. Si c'est une augmentation qui est complètement décorrélée du coût du marché, ça va tiquer chez le recruteur et on va se dire, mais voilà, c'est pas réaliste. Donc attention à ça. Et vous pouvez aussi vous renseigner un petit peu, notamment via la PEC ou autour de vous. Demandez aussi au cabinet, tout simplement, si vous passez par un cabinet, en tout cas, ou si vous avez un contact en cabinet, on est capable de vous renseigner un petit peu aussi sur les niveaux de rémunération moyens pour votre métier et votre niveau d'expérience. Et de toute façon, quand on se rend compte aussi qu'on est sous-rémunéré par rapport à son niveau d'expérience, parce que ça existe, là, on peut tout à fait, en reprenant des éléments de marché via les études de rémunération notamment, demander des prétentions qui se remettent dans la bonne moyenne du marché, même si on a l'impression que du coup ça fait un très gros gap. Ben oui, mais parce qu'en fait, on part de loin. Donc ça se justifie aussi. Et c'est possible de le faire. On nous demande beaucoup comment et quand parler du télétravail en entretien.
et pour savoir si le poste est ouvert au télétravail. La première chose, c'est souvent, le télétravail peut être indiqué sur l'annonce auquel vous postulez. Nous, ce qu'on vous conseillera, c'est d'en parler, notamment lorsque vous allez parler organisation du travail, temps de travail, avec le recruteur. Et là, effectivement, vous pouvez poser la question sur l'existence ou pas du télétravail. C'est une pratique qui se généralise de plus en plus, donc n'hésitez pas à en parler, mais effectivement lorsque vous abordez le sujet d'organisation. Tout à fait. Question de projection. Quelle est la bonne réponse à la question comment vous voyez-vous dans 5 ans? C'est Génial 5 ans, cette puis ça question. peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, hein, donc ouais, et ça arrive encore. En fait, l'entreprise, quand elle vous pose ou le cabinet, quand il vous pose cette question-là, il a juste besoin de comprendre comment vous construisez un peu dans votre tête votre trajectoire. Est-ce que vous pensez uniquement court terme ou est-ce que vous pensez un petit peu plus loin? Alors c'est une question un peu touchy parce que, bien sûr, enfin, répondez pas forcément: «Bah, je me vois à votre poste», c'est un peu cash. Mais il faut montrer quand même que vous avez réfléchi, que vous souhaitez potentiellement, soit, évoluer, j'en sais rien, sur, pourquoi pas du management, soit à l'international, soit, votre poste vous convient tout à fait et vous pouvez aussi, sans crainte, indiquer à un recruteur que vous avez envie de vous investir, dans la durée sur un poste, X ou Y. Toutes les entreprises recherchent pas des candidats qui soient évolutifs jusqu'à un poste de direction générale. Par contre, il y a des entreprises qui cherchent des candidats qui aient un profil évolutif et que les entreprises du coup arrivent à projeter à long terme sur la prochaine étape. Donc, il n'y a pas de réponse clé à cette question. Essayez de savoir si derrière l'entreprise recherche des profils plutôt évolutifs ou au contraire préfère des profils qui soient assez stables et qui restent un certain nombre d'années sur leur poste, parce que ça peut être très rassurant aussi. Mais de toute façon, soyez honnête par rapport à ce que vous avez envie de faire. Autre question, que conseillez-vous pour éviter de se faire envahir par le stress? Très bonne question. Oui, l'entretien est un exercice stressant, on en a bien, conscience. Ce que vous pouvez avoir en tête, c'est que le but du recruteur, comme vous l'expliquait Dorian tout à l'heure, c'est de trouver la bonne personne pour le poste qu'il a à pourvoir. Donc de toute façon, de prime abord, on aura envie de vous mettre à l'aise pour pouvoir vraiment discuter, vraiment échanger avec vous. Et pour éviter d'être stressé, préparez votre entretien. Vous connaissez votre parcours, on va parler de vous pendant 1 heure en entretien. Donc préparez un discours, un déroulé de parcours qui sera le plus fluide possible et puis vous verrez qu'au bout de 10-15 minutes, vous serez, un peu plus désinhibé et vous serez un peu plus naturel dans votre approche. Mais oui, c'est Mmh. stressant, un entretien, c'est de l'entraînement, donc préparez-vous. Mmh. Et je rajoute aussi que, vous allez voir, potentiellement quand vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir plusieurs process de recrutement dans plusieurs entreprises différentes. Vous serez peut-être, meilleur au fur et à mesure des entretiens que vous allez passer. Plus vous allez en faire, plus vous allez vous roder et plus vous allez être en confiance. Vous allez peut-être avoir aussi au fur et à mesure des feedbacks du recruteur ou en tout cas du cabinet si jamais vous rencontrez un cabinet. Encore une fois, notre rôle, c'est de pouvoir vous permettre d'améliorer vos entretiens. Et du coup, c'est vrai que si votre tout premier entretien de votre vie, c'est pour votre poste rêvé, bah attention, essayez de passer peut-être des entretiens, enfin, comment dire, sur lesquels il y a un peu moins d'enjeux parce que ça va être un peu moins stressant pour vous. Ça, en tout cas, c'est des conseils que je peux donner aux candidats les plus juniors entre guillemets qui démarrent pour être sûr après 2 ou 3 entretiens d'être vraiment rodé et d'être le meilleur possible pour le poste un peu rêvé quoi. Alors pour un senior, vaut-il mieux une présentation chronologique ou par compétences clés? Moi je suis d'avis de démarrer en faisant un petit chapeau, une petite introduction par compétences. Voilà, j'ai plutôt démarré par exemple sur des fonctions techniques avant de m'orienter sur un parcours plus commercial. Enfin, voilà, donc un grand résumé. Mais alors c'est pas vraiment par compétence, c'est plutôt par type de métier ce que je suis en train de vous dire. N'hésitez pas, je pense,
à demander d'abord au recruteur ce sur quoi il souhaite que vous vous concentrez. Hein, on pourra pas on pourra pas vous reprocher de poser la question pour être sûr d'aborder les bons points. Mais encore une fois, je pense qu'il faut adapter vos discours par rapport au poste auquel vous postulez, et donc de mettre en avant les expériences les plus significatives, idéalement les plus récentes, pour être le plus pertinent possible. Avez-vous quelques conseils pour les entretiens en groupe? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet des entretiens en groupe, dans ce webinaire, mais c'est une excellente question. Alors l'entretien en groupe, c'est un exercice assez particulier, où, le recruteur va vouloir détecter, parfois des qualités leadership, également des qualités de communication, de travail en équipe. Donc le premier conseil, en tout cas, ce qu'il faut vraiment éviter lors d'entretiens de groupe, c'est de vouloir écraser les autres, prendre la parole plus que les autres. Justement, soyez plutôt naturel dans la communication, dans l'échange, partagez avec les autres. Et effectivement, vous pouvez vous mettre en avant, par exemple, lorsque vous serez amené à restituer un groupe de travail. Prenez, même si c'est stressant, prenez la position du petit rapporteur, comme on dit souvent dans le jargon, où là, vous pourrez vous mettre en avant sur des qualités de communication. Donc, le conseil de base, c'est plutôt celui-là sur les conseils de groupe. Mmh. Peut-on approcher Michael Page ou Page Personnel de manière proactive pour déposer son CV? Bien sûr. Avec grand plaisir. Bien sûr, oui. Et vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est tout simplement de faire une candidature spontanée. Donc, on vous propose sur nos sites internet de déposer votre CV. Vous allez rentrer directement dans notre vivier de candidats. On va du coup avoir votre CV, vos coordonnées et pouvoir vous rappeler en fonction des opportunités qu'on peut avoir s'il y en a qui correspondent à votre parcours. Et deuxième chose, bien sûr, vous pouvez postuler directement aux opportunités qui vous intéressent, que ce soit chez Page Personnel ou chez Michael Page. Vous avez un dossier personnel, confidentiel, qui vit et qui évolue au fur et à mesure de nos interactions. Donc, on va pouvoir voir toutes les opportunités auxquelles vous postulez. Du coup, parenthèse, postuler de manière cohérente sur des postes qui semblent être assez cohérents. Enfin, on postule pas à un poste de directeur technique et à un poste de DAF, de directeur financier, en même temps. Enfin, voilà. Donc on est cohérent sur sa recherche, et du coup à chaque interaction que vous aurez avec un consultant de l'une des deux marques, tout sera inscrit dans votre dossier et espérons qu'on pourra vous emmener jusqu'au poste qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à échanger avec les consultants de notre cabinet, demander des conseils, voilà, on est vraiment là à votre disposition, pour vous donner un maximum de gifts, un maximum, d'outils pour votre recherche d'emploi et vous accompagner. Autre question, citez, des qualités et des défauts, Ouais. qu'on peut nous demander ou nous poser en entretien. Écoutez, donnez vos qualités, et si possible, vos défauts, mais surtout, faut qu'ils vous ressemblent. Je crois que c'est ce qui est important. Il y a pas de question de réponse type. Donnez des qualités qui vont représenter votre personnalité. Comme disait Dorian tout à l'heure, si vous indiquez qu'en qualité vous êtes dynamique, mais que vous le montrez pas à votre interlocuteur, vous voyez, là, c'est peine perdue. Donc mettez des qualités qui vous semblent vraiment correspondre à votre personnalité et qui vont vous mettre en avant dans le rôle et sur le poste pour lequel vous postulez. Et n'hésitez pas à demander autour de vous, hein. Alors, enfin, si c'est pertinent, à un ancien manager, par exemple, voilà, qu'est-ce que tu aurais à mettre en avant comme qualité particulière? Après, en général aussi, vous avez des évaluations, annuelles. Il y a des temps d'échange avec, vos managers, donc ils vous donnent des feedbacks par rapport aux points qui sont positifs dans votre personnalité aussi bien que dans votre parcours. Et sur les défauts, ou axes d'amélioration, alors il faut faire attention aussi à ce que ce soit pas des trop gros défauts, hein. Faut pas que ce soit des choses complètement bloquantes du type, je suis désorganisé, je suis complètement stressé, ça on les garde pour soi. On en choisit d'autres qui sont un peu moins impactants quand même et surtout,
on montre qu'en fait, on les a identifiés et on montre qu'on travaille dessus et qu'on s'améliore aussi, hein, qu'on fait des efforts bien sûr, mais qu'on s'améliore. Donc là, n'hésitez pas à dire, voilà, lors d'une de mes évaluations, il y a, je sais pas, 3 ans par exemple, on m'a dit que je pouvais gagner en précision, par exemple, sur mes rapports. Et ben, j'ai travaillé dessus et là, sur ma dernière évaluation, on m'a confirmé que ça s'était nettement amélioré. C'est quanti, il y a pas de preuve non plus, on vous fait confiance, mais en tout cas, voilà, montrer que vous avez travaillé sur ces axes d'attention et d'amélioration. Question sur RQTH. Lorsque vous êtes handicapé mais non reconnu RQTH, peut-on mettre un frein au déroulement de l'entretien? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par un frein au déroulement. Alors, on a plusieurs experts au sein du groupe Page qui sont spécialisés sur les problématiques de RQTH et qui accompagnent nos candidats sur des process de recrutement et qui accompagnent aussi nos clients sur le fait d'identifier des candidats RQTH pour pouvoir en recruter. Parce que bien souvent, bien souvent, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais tous les candidats RQTH ne l'indiquent pas sur leur CV, alors que pourquoi pas, vraiment, c'est pas forcément un sujet, mais en tout cas, il faut que ça vous permette au moins d'obtenir les aménagements qui sont nécessaires par rapport à ce handicap dans votre environnement de travail. Et si l'entreprise peut les mettre en place, il y a a priori pas de frein. Tout dépend bien sûr le métier sur lequel vous postulez, hein, mais frein pour pouvoir postuler et dérouler un process de recrutement de manière tout à fait classique. En tout cas, si vous avez des problématiques particulières par rapport à ça, n'hésitez pas à nous faire un petit message à Abdel ou à moi. Sur LinkedIn, vous trouverez nos Sur profils LinkedIn. facilement, exactement, et on pourra directement vous mettre en relation avec notre référent handicap qui pourra répondre à toutes vos questions sur ces problématiques bien spécifiques sur lesquelles Abdel et moi, on est un peu moins experts. Mais c'est un sujet au cœur de notre actualité, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement sur LinkedIn. On arrive au bout de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. On se tient à votre disposition, Dorian et moi, sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à tous. À bientôt.